Donc je dois vous parler de la croissance. Il y a une corrélation très forte, c'est-à-dire que ça va de pair, entre la croissance telle qu'on la mesure par le PIB, je vais revenir définir un peu ce concept, si vous le souhaitez, et puis la pollution. Deux petites histoires pour commencer peut-être, qui peuvent sembler loin, mais la première vous la connaissez tous. C'est le type qui tombe du 30e étage, passant devant le 20e, il dit pour l'instant ça va. Le problème du climat, je pense que cette image, cette histoire, il faut la répéter en l'associant au climat. Je l'ai déjà utilisée quelques fois, elle semble pertinente, mais bon, c'est une vieille histoire, mais je pense que c'est exactement ça, et qu'on va dans le mur, ou au sol. La deuxième histoire, bon nombre d'entre vous doivent la connaître également, mais peut-être un peu oubliée. C'est dans Saint-Exupéry, Terre des Hommes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais si vous l'avez lu. Donc le pauvre Syntex avec son copilote qui se scratche dans le désert, dans le Sahara. C'était dans les époques héroïques de l'aviation. Et puis voilà, ils n'ont rien. Bon. Et il observe quand même autour de lui le matin et il voit les fennecs. Les fennecs, vous savez, c'est ces petits renards du désert qui se lèvent tôt, qui sortent de leur terrier et qui vont sur une espèce de cactus. Sur les cactus, sur ces cactus machins, enfin des petits arbrisseaux, il y a des colimaçons. Et qu'est-ce qu'il fait le fennec? Eh bien, il bouffe les colimaçons et il en laisse 3 ou 4. Eh bien oui, il les laisse se reproduire, il pense au futur. Il pense au futur. Si l'homme était aussi intelligent que le fennec, eh bien, la vie serait belle. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, allez, venons-en à la croissance. Qu'est-ce que c'est que la croissance? C'est ce qu'on appelle, pour aller vite, la croissance du PIB. Est-ce que vous savez ce que c'est que le PIB? Ici, vous dites tous oui, je laisse tomber. Produit intérieur brut, est-ce que vous savez ce que c'est que le produit intérieur brut? Comment se calcule le produit intérieur brut? C'est pas tout à fait négligeable. Je vous le fais rapidement. Je vous le fais très rapidement quand même, pour ceux qui ne savent pas. C'est la somme des valeurs ajoutées. Qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée? J'ai pris l'exemple dans mon dernier petit bouquin du menuisier. Il achète des planches et il les rabote, il les assemble, etc. Il les transforme en fenêtre, en porte. Il a ajouté de la valeur aux planches pour les transformer en porte, en fenêtre et autres. Comment l'INSEE, qui fait la comptabilité nationale, calcule la valeur ajoutée, elle prend le prix de vente des fenêtres, des planches, des portes, etc., moins tout ce qu'il a utilisé, et elle dit c'est ça sa valeur ajoutée. Je dis d'accord, mais comment on fait par exemple pour un prof de l'éducation nationale qui ne vend rien? Merde, est-ce qu'il n'ajoute rien comme valeur? Ben si, quand même. Bon, pour tout ce qui concerne les administrations, ce qu'on appelle en comptabilité nationale les administrations, c'est très très large en réalité, ça ne rencontre pas que les administrations au sens étroit du terme, mais les syndicats, les églises, tout ça par exemple, ce sont des administrations aussi. On considère que la valeur ajoutée, c'est égal à leur salaire, à leur rémunération, à leur coût, y compris les charges sociales. Bon, c'est pas autre chose. Bon, et on prend la somme de tout ça, et c'est comme ça qu'on calcule le PIB. C'est la croissance. Attention, il y a plein de remarques par rapport à ça, c'est que malgré tout, on ne prend en compte que l'activité, toute l'activité marchande, mais que l'activité marchande. Actuellement, j'ajoute beaucoup de valeur parce que je ne me fais pas payer. Si je me faisais payer comme Sarko pour faire ses conférences, j'ajouterais beaucoup de valeur. Sarko ajoute beaucoup de valeur parce qu'il se fait payer très cher. Moi, je fais ça gratos, à titre militant, donc j'ajoute aucune valeur. C'est un scandale. Voilà, je suis nul, je ne contribue pas à la croissance. Oui, on est pas mal ici à être assez nul à ne pas contribuer à la croissance. Hein? Quand vous faites des carottes dans votre jardin, vous ne contribuez pas du tout à la croissance. Vous ne contribuez pas non plus à la croissance parce que vous ne les vendez pas. Si jamais en plus vous les donnez, c'est pareil, ça revient au même. Bon, donc on critique beaucoup cela. Bon, pour autant, malgré tout, le PIB, c'est quand même un indicateur qui a quand même une certaine pertinence, même si ça a avec toutes ses limites là-dessus. Il dit de l'an 0 à l'an 1700, il y a eu croissance par habitant, par personne, divisé par le nombre de personnes, c'est quand même ça l'indicateur significatif. 0%. Il n'y a pas eu de croissance
de la naissance de Jésus-Christ à 1700, il n'y a pas eu de croissance. De 1700 à 1820, il dit qu'il y a eu 0,1% de croissance, 3 fois rien. Après, ça a monté, avec la révolution industrielle, etc., 0,9% jusqu'en 1913, etc. On a eu une période très faste de croissance, dont on parle toujours, on dit les 30 glorieuses, vous savez, 1945 et 1975, où la croissance, globalement, dans les pays, attention, dans les pays développés du monde occidental, point. D'ailleurs, bon, c'est autre chose. On s'est baladé avec des croissances de l'ordre de 3-4%. Depuis, la croissance, paf, se replante. Elle est repartie un petit peu ces derniers temps, tirée par ce qu'on appelle les BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine, Est et South Africa, l'Afrique du Sud. Pourquoi elle est repartie chez eux? C'est ce qu'on appelle un effet de rattrapage. Quelque part, par leur structure économique et sociale, ils étaient très retardataires. Donc, dès lors qu'on dit on arrête nos conneries, on se remet au bout du jour, on arrête, et bien ça repart. Ça repart et ça repart très vite. Donc, ils ont eu une croissance très forte. Et qu'est-ce qu'on dit depuis un an? Que ça y est, c'est fini. Ils ont rattrapé. Bon, l'effet rattrapage est un peu terminé. Conclusion, les croissances baissent dans ces pays-là, Brésil, Russie c'est autre chose. Mais Inde, Chine, et n'a plus l'effet d'entraînement. Regardez ce qui se passe. On en parle surtout depuis 6 mois, depuis 6 mois, 1 an. N'a plus l'effet d'entraînement que ça a eu sur la croissance mondiale. Donc actuellement, quand même, ça panique un petit peu. Moi, je suis de ceux qui pensent, justement, pour des raisons écologiques, parce qu'on est aux alentours du 20e étage, non, du 10e étage alors qu'on est tombé du 30e, et que donc il n'y aura plus de croissance, et que c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle qu'il n'y aura plus de croissance. Le problème, c'est de vivre sans croissance. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi il n'y aura plus de croissance? Bon, là, je vous l'ai dit, bon, probablement, elle s'est épuisée un petit peu chez nous. L'aspect tiré par ces BRICS est terminé. Et puis, il y a des facteurs dits structurels, profonds, étudiés notamment par un grand prof américain, W. Gordon, qui dit c'est fini la croissance dans nos pays développés, c'est fini. Mais la démographie n'aura plus le rôle d'entraînement qu'elle a eu. Malgré tout, quand une population est en croissance, même au niveau par habitant, ça veut dire quelque part qu'elle est dynamique. Et ça l'attire. Or, la démographie, elle se plante à partir d'un certain niveau de développement. En France, on est à des pays, par exemple, d'Europe, ou des pays développés, les mieux nantis en démographie, l'un dans l'autre. Le taux de fécondité des femmes, c'est de l'ordre de 2,1 aux dernières nouvelles, ce qui est le point d'équilibre. 2,1 en équilibre. L'Allemagne doit être à 1,3. Oui, 1,3. L'Italie aussi. L'Espagne aussi. Ce ne sont pas les facteurs très très positifs. Tout le monde dit superbe l'Allemagne en ce moment, à terme ils vont très très mal. C'est-à-dire que, comme ils n'ont pas de gosses, ils sont quand même très inquiets pour leur futur. Non, c'est vrai, y compris leur régime de retraite, etc., l'équilibre global. Donc, à terme, ils sont beaucoup plus fragiles que nous. L'Allemagne est beaucoup plus fragile que nous, la France, à horizon de 20-30 ans. C'est évident. L'Italie aussi, l'Espagne aussi. Bon. Pour des raisons notamment démographiques qui sont quand même essentielles. Qu'est-ce qu'il dit encore Gordon? Pourquoi il n'y aura plus de croissance? Parce que le niveau d'éducation qui s'est développé est un facteur de croissance important. Il est un peu plafonnant maintenant. Je parle encore une fois des pays développés du monde occidental. Je ne parle pas pour les États-Unis, l'Europe, plus l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Je ne parle pas des autres pays. Ça plafonne, ça y est. Et ça a un effet de croissance. Il dit une chose intéressante, le développement des inégalités. Il y a un développement des inégalités actuelles qui est défavorable à la croissance. C'est très juste. C'est développé, tiens, aussi dans Piketty,
beaucoup de gens achètent Piketty et ne le lisent pas beaucoup parce que 1000 pages, c'est pas évident. Et les inégalités sont défavorables à la croissance. Je relisais ça hier, alors je ne vous citerai plus les chiffres exactement, je vais travailler encore hier ou avant-hier dessus. Les riches, leur consommation, leur revenu va beaucoup moins à la consommation que les pauvres. Bon, je vous le fais simple, je vous le fais très simple. Alors, Piketty, vous voulez savoir tout piger Piketty en 2 minutes. Les 1000 pages du Capital au XXIe siècle en 2 minutes. Allez, je vous le fais. Il dit que, donc, il étudie comment ont évolué les inégalités en France et dans beaucoup de pays. Son étude est vraiment très très dense, et très très riche et très intéressante. Il constate une courbe en U à la montée, les inégalités ont monté, en gros, si on prend l'Europe, essentiellement, jusqu'en 1914. Sont cassés la gueule avec les inégalités, avec la guerre de 14, jusqu'aux années 80. C'était la période de moindre inégalité, ou moindre évolution des inégalités, c'était de la guerre de 14 à 1980. Depuis les années 80, toujours dans ce même périmètre du monde occidental, l'Europe, les États-Unis, etc., les inégalités repartent à l'hausse. Pourquoi dit-il? Parce qu'il compare le taux de rentabilité du capital, la grande explication, c'est ça qui est l'âme de son bouquin, le taux de rentabilité le taux de profit, pour aller vite, et le taux de croissance. Le premier, le taux de profit, il l'appelle R, comme tout le monde d'ailleurs, ça vient de l'anglais return, c'est le taux de profit. Hein. Vous mettez 100 au 1er janvier, si vous avez 105 au 31 décembre, le taux de profit est de 5. C'est compliqué. Et le taux de croissance, il compare les deux. Et il dit, et c'est pas nouveau, quand le taux de profit est supérieur au taux de croissance, dit-il, il y a montée des inégalités. Quand le taux de profit est inférieur au taux de croissance, il y a baisse des inégalités. Et il le montre par les chiffres. Un de mes von Neumann en 1930 l'avait démontré par des équations. À défaut de faire des équations, ce qui, dit-il, ne va pas vous amuser des masses, je vais vous l'expliquer autrement. Prenons des chiffres, tout simple. Des gros chiffres comme ça pour que ce soit plus évident. Supposons, bon, je ne sais pas moi, un taux de profit de 5%. C'est pas énorme, hein. Et supposons un taux de croissance, tout simplement, de 2%. Taux de croissance de quoi? Encore une fois, du PIB avec toutes ses limites. Et merde, comment vous allez faire si la richesse augmente de 2? Comme on considère en économie libérale qu'il y a deux facteurs de production et deux facteurs de production d'une part et à rémunérer d'autre part, qui sont le travail et le capital. C'est-à-dire des salaires et des profits. Si vous avez un taux de croissance, qu'est-ce que j'ai dit, de 2% et un taux de profit de 5%, où est-ce que vous allez prendre les 3 qui manquent? Ben, sur le travail. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez deux facteurs de production et deux facteurs à rémunérer qui sont le travail et le capital. Les économistes ont un peu trop tendance à oublier quand même, pour vous faire un cours d'histoire de la théorie économique, j'aimerais bien, mais c'est pas le fait. Oublie un vieux facteur que les vieux économistes du XVIIe siècle avaient mis en exergue, c'était la terre. On y revient quand même, oh merde, et les ressources naturelles et autres. Mais bref, il y a deux facteurs à rémunérer qui sont le travail et le capital. Si la croissance est telle que est moindre que le taux de profit, eh bien il faut piquer sur le travail pour rémunérer le capital. Et comme en général ceux qui ont du capital sont les riches, et ceux qui n'ont de revenus que du travail, et bien voilà, les inégalités augmentent. Et ça s'accumule. Et ça s'accumule. Attendez, il faut bien voir que c'est pas seulement comme ça, c'est que le capital qui était de 100, ben, du coup il devient de 105, et l'année suivante ils vont piquer encore plus sur 105. La différence, et ça va, c'est ce qu'on appelle en économie, en maths, une courbe exponentielle. Ça va très très vite. Voilà. Voilà, ça y est, vous avez pigé l'essentiel de Piketty. De toute façon, on le vit au quotidien depuis quelques années. On le vit depuis les années 80. Bon, voilà. Donc on n'aura plus de croissance. On n'aura plus vraiment de croissance, il ne faut pas se faire d'illusions. Et moi je dis, alors, Gordon, bon, je passe, donc il a dit développement des inégalités, les États, l'intervention économique des États en retrait, dit-il. C'est intéressant de voir quand même qu'il dit ça, que quand les États interviennent, ben, c'est plutôt un facteur de croissance. Ça fait quand même plaisir.
Et il dit aussi mondialisation déstabilisante. Ouais, je le pense aussi. Je suis pour une mondialisation de l'économie. C'est vrai, je suis pour, hein, parce que, bon, il faut penser aux petits Chinois. Hein, quand j'étais gamin, on disait les petits Chinois, ils ne bouffent pas leur faim. Il faut penser aussi à eux. Mais la façon dont cette mondialisation s'est faite brutalement, etc., ça a tout cassé les structures sociales, etc. Il aurait fallu que le syndicalisme se développe chez eux progressivement pour qu'on soit en véritable situation de concurrence. C'est pas comme ça de façon totalement débridée. Il y a la contrainte écologique, c'est évident. Puis il y a un autre point qui fait qu'on aura conscience, c'est aussi que quantitatif, c'est qu'il y a de plus en plus de services dans ce qu'on consomme. Dans ce qu'on consomme, il y a de plus en plus de services. Oui, on consomme davantage d'Internet, de machin, etc., de biens immatériels. Donc il n'y aura plus de croissance. Et pour terminer, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que la Terre ne supporterait pas. Là, j'ai terminé là-dessus, il faut passer la parole rapidement. Bon, moi je suis un peu atterré, si vous voulez, par le fait que nos politiques, quels qu'ils soient, de droite comme de gauche, ils disent ah, la croissance va revenir, je vois la courbe, etc. On va faire, etc. Et tout ça, c'est de la connerie, c'est invraisemblable. Ça nous mène complètement dans le mur. Tous les politiciens ont ce mot-là. Ils n'ont que ce mot-là à la bouche. Ils n'ont que ce mot-là à la bouche et c'est grave. C'est très très grave parce que... Oui, c'est très très grave. Or, par exemple, un autre chiffre, je n'en cite pas des masses, vous voyez, mais un autre chiffre, c'est qu'on sait qu'en deçà de le chiffre précis, on ne peut pas le déterminer exactement, mais en dessous de 1,5 à 2% de taux de croissance, il y a simplement maintien du niveau de l'emploi, pas résorption du chômage. Pourquoi? Tout simplement parce que ça, 1,5 à 2%, c'est à peu près les gains de productivité. Plus ça va avec le progrès technique, etc., on produit de plus en plus. Dans le même temps, en une heure, on fait de plus en plus. Par les robots, par Internet, par machin, etc. On a des gains de productivité. Donc on sait qu'en dessous de 1,5 à 2% de croissance par an, on a augmentation du chômage. On peut peut-être plus ou moins masquer, trouver des pseudo-solutions, du bricolage avec des employés, des machins. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, je ne dis pas ça. Mais en deçà, on n'a pas de résorption du chômage. Or, ça va très vite. Ça va très vite. Ce qu'il faut bien comprendre, je ne sais pas si vous êtes matheux, mais c'est que la croissance, c'est un taux et ça augmente. Là, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez l'histoire de celui qui a inventé pour comprendre ce que c'est qu'une exponentielle? Alors, j'ai une petite histoire pour comprendre ça. C'est l'histoire de, je ne sais pas si vous la connaissez, celui qui a inventé le jeu d'échecs. On raconte ça dans l'histoire persane, je crois, je sais pas quoi, le prince à qui il a expliqué ça, il lui a dit c'est super, qu'est-ce que tu veux comme récompense? On ne veut pas grand-chose, un grain de riz sur la première case, 2 grains de riz, 4 grains de riz, machin. L'autre a dit, bah dis donc, par rapport à la qualité de ton invention, t'es pas exigeant. Bon, la production de la terre entière pendant, je sais pas quoi, 1000 ans, il suffirait pas. Ça augmente très très vite. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on appelle en économie une courbe exponentielle, plus couramment des intérêts concourus. Mais par exemple, il y a un taux de croissance de 4%, et vous voyez qu'on n'est pas très loin de celui qui nous permettrait de commencer à envisager la résorption du chômage. Ça fait un doublement en 30 ans. Ah vite, hein. 30 ans, c'est bientôt, hein. C'est une génération. 4%, c'est vraiment le taux qu'il nous faudrait pour avoir un début à peu près significatif de résorption du chômage. Donc on ne peut plus avoir de croissance, ne comptons plus là-dessus. Ne comptons plus là-dessus et c'est une bonne chose. Et moi j'en suis ravi. Bon. Par contre, il reste un problème majeur. Il y a bien sûr celui de l'écologie. Il y a quand même un problème majeur, c'est celui de l'emploi. C'est celui du chômage. Comment le résorber sans croissance? Eh bien, il faut trouver d'autres solutions. Bon, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a que 36 solutions, enfin si, il y en a 36 peut-être, mais la solution principale, c'est évident, c'est la réduction du temps de travail. Il ne faut pas abolir les 35 heures pour passer à 39, 40 ou autre, non. Il faut abolir les 35 heures pour passer à au moins 32, enfin au plus 32, etc. etc. Mais il n'y a pas que les Suédois, oui, tout à fait, vous avez raison. Non, mais c'est vrai, même en Allemagne, ils ne sont pas autant qu'on dit, etc., autant réels.
ne citerai pas les chiffres non plus, là je ne les ai pas tous en tête, etc. Mais il n'y a pas d'autre solution, en réalité, raisonnable, que globalement s'orienter facile. Il y a plein d'autres bricolages à faire. C'est quand même une autre façon de procéder, c'est de s'attaquer au taux de profit, qui, contrairement à ce que Marx disait, ne baisse toujours pas. Hein, on a toujours une minorité qui a un taux de profit exponentiel, hein, au détriment effectivement du travail. Du masse, hein, du travail. Donc il y a peut-être quand même moyen de s'y attaquer. Je suis d'accord avec vous. Bon. Marx s'était planté. Non, je dis il a pas dit des que Marx choses. Non, s'était planté. moi je dis. Moi je suis anticapitaliste. Non, mais moi je dis que Marx a dit des choses très intelligentes. Et je m'inspire souvent de Marx. Mais il a dit aussi l'économie. Il faut bien distinguer deux choses. Il faut, répartir la richesse. Et de ce point de vue-là, je suis d'accord avec vous. Si on a des taux de profit qui sont supérieurs au taux de croissance, et si on n'a plus de croissance, eh bien, il faut voir le taux de profit. Et bon, ça c'est évident. Et ça, c'est la répartition de la richesse. Et je pense que là-dessus, nous sommes d'accord. Il n'y a pas de malentendu. Je vous ai aussi comprendre sur le problème des inégalités, que la montée des inégalités, je ne pense pas qu'il y ait des accords entre nous là-dessus. Mais il y a un deuxième problème qui est différent, c'est la répartition du travail. Malgré tout, entre répartir la richesse et par exemple donner des bonnes indemnités chômage à ceux qui n'ont pas de boulot, c'est peut-être un axe de solution, il faut y penser. Il faut y penser, mais il faut aussi penser à leur donner du boulot. Parce que les gens, même s'ils ont une indemnité de chômage, ils sont quand même, quand ils n'ont pas de boulot, ils ne sont pas bien dans leur peau, et c'est compréhensible. Donc il faut aussi répartir le boulot. Mais maintenant, vous avez raison, le système danois, par exemple, fait que quand vous êtes au chômage, vous êtes indemnisé pendant 4 ans. 4 ans. Avec la logique derrière que vous allez mettre à profit ces 4 ans pour être véritablement reformé. Conclusion, quand vous perdez votre job, ça n'est pas la panique. Ça n'est pas la panique. Il faudrait faire en sorte, effectivement, en associant les deux, et la répartition de la richesse et la répartition du boulot, faire que, si vous voulez, on cherche, on trouve des solutions. Mais voilà. Donc il faut lutter contre ça. Alors vous me disiez, ben oui, mais actuellement c'est pas du tout le sens du vent, on parle de lutter contre les 35 heures, sous-entendu pour passer à 39, etc., etc. Alors le problème derrière, il est majeur, mais c'est pareil, c'est là-dessus comme sur le problème écologique. C'est-à-dire, c'est vrai que si nous en France, par exemple, on dit on va passer aux 32 heures, de 35 à 32, on a un vrai problème de compétitivité mondiale. C'est vrai. Soyons clairs, si on disait on va passer de 35 à 32 avec les mêmes revenus, on aurait un vrai problème de compétitivité mondiale et on perdrait les emplois. Donc c'est pas la solution. Malheureusement, c'est comme le problème écologique, le problème économique et le problème écologique sont très liés. C'est la fonction, c'est l'objet d'un peu pour lequel on m'a demandé en quelque sorte de venir ici. Il y a une parole du pape François dans l'encyclique qui est superbe là-dessus. Il dit qu'on peut, je vous la résume, il s'exprime bien mieux que moi. On ne peut pas dissocier les problèmes sociaux des problèmes de l'environnement. On ne peut pas les dissocier. Bon, et là, c'est très clair, si vous voulez. Le problème écologique, quand on dégage, quand Volkswagen, ces salauds, ont truandé leur bagnole, à la radio et tout, j'entendais, ils ont truandé leurs clients. Non, je sais pas, bon, c'est pas une bagnole, c'est pas une Volkswagen, mais ils m'ont truandé. Puis ils ont foutu des saloperies dans l'atmosphère que je suis. Ils ont truandé les 7 milliards d'humains que nous sommes. Et pas, voilà. Donc les problèmes écologiques et les problèmes socio-économiques sont malheureusement mondiaux. Je dis malheureusement parce que actuellement, la tendance triste, et c'est ça le plus grave, on a vu le plus grave que le environnement, c'est qu'on a un repli de plus en plus profond sur le plan national, individuel, etc. Or les solutions sont nécessairement mondiales. Est-ce que la COP21 va nous apporter quelque chose de positif? Je le souhaite. Malheureusement, je ne suis pas si optimiste que ça. Je ne suis pas si optimiste que ça. Bon, il y a plusieurs Chines. Il y a la Chine des villes et la Chine des campagnes. Et déjà, c'est une césure majeure. La Chine des campagnes, elle est complètement... ils ne sont pas au XXe siècle, hein, ils sont encore au XIXe siècle. Donc vous avez raison, malgré tout, que ça va un petit peu mieux ces temps-ci.
les conclusions, même les industriels chinois commencent à se délocaliser pour aller se foutre au Bangladesh. Où il y a des marches de la neuf. C'est horrible à dire, mais c'est comme ça. La mondialisation s'est faite trop vite. Bon, c'est ça le problème. Alors, qu'est-ce que moi, en tant que citoyen, je peux réellement faire pour essayer de changer les choses au niveau du travail? C'est une question que je pose à tout le monde, en fait. Ah oui, Qu'est-ce que moi, en tant que citoyen, je peux faire concrètement? Et bon, que faire? Bon, je ne sais pas. Il faut se battre, c'est tout ce que je peux vous dire. Il faut se battre, il faut se battre, il faut se battre. Je vois pas d'autre chose. Il n'y a pas... Bon, c'est tout. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Il faut se battre. Je rajouterais quand même une chose. Il faut se battre. Effectivement, un peu dans toutes les directions. Par exemple, une direction AMAP, etc. C'est vrai, en petit local. Il faut se battre aussi sur des terrains nationaux. Il faut se battre sur les terrains syndicaux. Bon. Et ce que j'espère, c'est qu'on sache se battre ensemble. C'est qu'on sache se battre ensemble, parce qu'actuellement, bon, il y a trop de divisions. Excusez-moi, monsieur, je vais vous redonner la parole dans un instant. Le grand problème, je crois que je vous l'ai dit, c'est que ce soit au niveau économique, social ou écologique, c'est qu'on va de plus en plus vers des replis nationaux et autres. On le revoit, c'est dramatique. Avec cette histoire des immigrés qui nous fait que, malheureusement, ça n'est qu'un début, c'est évident. Les immigrés, disons, du Sahel, pour des raisons, justement, climatiques. Hein, bon, je sais pas, c'est quoi, il y a 3-4 ans par là, on est allé dans le sud marocain, on a vu le désert avancer, on a vu des palmiers complètement noyés sous le sable, on a vu des canaux d'irrigation complètement secs et qui n'étaient plus en service depuis des années. Bref, le Sahara remonte. Donc là, des immigrés climatiques, on va l'avoir de plus en plus, et là, ça va être par millions. De mémoire au Bangladesh, ils sont 150 millions. Une montée de... Je ne vais pas dire trop de conneries, mais une montée de la mer de 1 à 2 mètres, ça en fout à peu près la moitié dehors. L'Inde n'a rien trouvé de mieux faire pour l'instant que de construire un mur pour l'isoler. On fait beaucoup de murs en ce moment. Pour l'isoler, au moment où on découvre que tous les problèmes sont mondiaux, que ce soit l'écologie, la société, tout est mondial, tout le monde érige des murs. Donc battons-nous ensemble, que ce soit Nouvelle-Donne ou ailleurs, mais on ne peut pas faire de pub, je suis plutôt bien parti. Je suis de pas mal d'associations, mais plutôt bien parti. Au sens de mes propos, je pense, je montre quand même clairement où je suis. Excusez-moi, monsieur. En Hollande, 49% des gens sont à temps partiel. Qui dit temps partiel dit aussi salaire partiel. Il y a plein de choses à faire, mais surtout retrouver le sens du collectif. Même si on est tous dans la rue, on ne pourra jamais plus reprendre le pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment? Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez mon désarroi par rapport à ça ou pas? On nous fait croire qu'on ne peut rien faire, alors que c'est exactement le contraire, quoi. Dès qu'on a conscience que les solutions, c'est de nous qu'elles viennent, voilà, Oui. Tes voisins, ta famille te verront vivre autrement. Et le fait de te voir vivre, peut-être que ça aura une certaine prise sur leur prise de conscience. Moi, j'y crois à ça. Il faut avoir des arguments solides. Il faut avoir des arguments solides. C'est l'intérêt de ce genre de conférences où on se barre les uns les autres de conférences. Moi, j'en suis beaucoup, hein, j'en fais pas mal. Et j'en suis beaucoup aussi. Pour se barder d'arguments solides, pour convaincre autour de nous. Il faut que ça fasse tache d'huile. Il faut répandre nos idées autour de nous. Et pour ça, bon, c'est vrai qu'il faut manifester, etc. Et puis, il faut se barder d'arguments, il faut être solide dans sa tête, de façon à... Et deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous avons affaire en face de nous, l'adversaire, soyons clairs, c'est, j'ai fini cette semaine, je crois, mon dernier bouquin qui s'appellera, je pense, c'est toujours à voir avec l'éditeur, Stop à l'idéologie néolibérale. Je suis, premièrement, si vous voulez, nous sommes actuellement, c'est ce que j'essaie de démontrer dans ce bouquin, sous l'empire d'une idéologie néolibérale, qui me paraît très très claire. Et ma thèse dans ce petit bouquin, c'est que il y a eu un changement brutal qui s'est passé dans les années 80, avec Reagan et Thatcher notamment, tout le monde le dit. Et
le changement est profond. Avant, dans le système libéral classique, bon, je ne dis pas du tout que c'était le Pérou, mais quelque part, il avait des racines philosophiques qui n'étaient pas idiotes. C'est le siècle des Lumières, etc. C'était la liberté. Et il mettait l'individu il mettait l'économie au service de l'individu. Depuis le néolibéralisme, on met l'individu au service de l'économie. Alors qu'avant, c'était l'économie au service de l'individu. Quelle est la finalité? Et de la finance, vous avez tout à fait raison, je le mets dedans. Quand je dis l'économie, j'explique bien, je crois, dedans. La chaîne de valeur actuellement, c'est quoi? C'est en haut, vous avez la finance, qui dicte sa loi à l'économie et aux entreprises, qui dicte leurs lois à nous autres, les citoyens. Bon, il faut bien comprendre tout ça. Il faut bien le comprendre et le diffuser autour de nous. C'est pourquoi, moi, quand on me dit j'ai mis une heure pour venir, je vais remettre une heure pour repartir, mais tant pis, c'est pas grave. Voilà, j'ai vu quelques-uns. Si je vous ai aidé à mieux comprendre les choses dans votre tête, et bien vous convaincrez des gens autour de vous, ça fera tache d'huile. Il faut développer cette tache d'huile, il faut contaminer nos idées, il faut... Voilà ce que je voulais rajouter. Et oui, sur ce concept, le problème, c'est que le néolibéralisme ne se présente pas du tout comme une idéologie. Si vous regardez, personne ne se revendique de néolibéral. Pourtant, quand même un grand nombre de commentateurs, d'essayistes, de philosophes, d'économistes et autres, parlent du néolibéralisme. Personne, aucun économiste de type néolibéral. Certains sont, enfin, nous sommes nombreux à dire lui et lui sont des néolibéraux. Ça c'est clair, on les identifie bien quand même. Eux se prétendent comme de purs libéraux. Pareil au niveau des politiques. Et surtout, ils ne veulent pas se reconnaître comme une idéologie. Ils disent « nous avons la raison ». Voilà. 1 plus 1 égale 2, et donc, corollairement, c'est comme ça qu'il faut faire. Écoutez Sarko, ses discours à la Sarko, le travailler plus pour gagner plus. Et vous vous rendez compte de l'hérésie? C'est une hérésie complètement dingue. Dans notre monde, justement, par rapport à tout ce que je vous disais, il faut lutter contre la croissance et autres. Or, ils présentent tout ça comme des vérités absolues. C'est une idéologie aussi grave. C'est ce que je m'efforce d'expliquer dans ce petit bouquin. Je ne peux pas vous le vendre, il n'est pas édité du tout. On en est loin. Sinon, on a un livre de vous à vendre, Le stop au mirage de la croissance. Ah bah, très bien. Voilà. Très bien. Je fais un cher, du coup. Il coûte 7 €. Voilà. Il coûte 7 €. J'en ai créé un autre qui s'appelle Stop à la dérive des banques et de la finance, qui coûte 5 €. Donc là, dans le stand au niveau du village économie-consommation, rue Louise Michel. Bon, c'est très bien. On m'a demandé si je pouvais en apporter. Non, j'en avais pas. Et donc, actuellement, il faut bien mesurer qu'on se heurte donc, à une idéologie qui est profonde, qui est structurée, qui est solide, et qui, à mes yeux, est tout aussi grave que les deux idéologies qui ont foutu le XXe siècle en l'air, le nazisme, le fascisme, l'indisme d'un côté, et le marxisme-léninisme de l'autre. Ce sont deux idéologies qui ont foutu le XXe siècle en l'air, et le XXIe siècle, il est en train de se mettre dans les pattes d'une idéologie néolibérale qui est dramatique. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas du tout une fatalité. Tout ce qui nous annonce comme il n'y a pas le choix, c'est une connerie. C'est une connerie. À la base, c'est une idéologie au sens totalement politique, exactement comme l'était le fascisme, le nazisme, qui ne sont pas inéluctables, ni le marxisme-léninisme. C'est les petits bouquins qui se lisent vite, qui sont faits pour être pédagogiques, compris par tous. C'est ça l'objectif.